le vieillissement est mon expertise et mon dada. Donc, je vais vous présenter une histoire, en fait, hein, hop, est-ce que vous voyez bien le PowerPoint? Je suis en écran plein, c'est bon? C'est parfait. Ok. Je vais vous raconter une histoire parce que vous connaissez très certainement le RAGE, mais comment on est arrivé à identifier le RAGE comme récepteur très impliqué dans l'inflammaging et surtout ce que c'est qu'un AGE. Donc l'histoire remonte à il y a très longtemps. Alors vous savez tous que le glucose est indispensable à la vie, mais peut être toxique et le glucose en fait est toxique de différentes manières. Donc, ça a été clairement démontré il y a plus de 20 ans maintenant par Michael Brownlee avec les voies de toxicité du glucose. Pourquoi le glucose et pourquoi les diabétiques ont euh, une prédisposition à faire des pathologies vasculaires macro et microvasculaires et on peut même parler de vieillissement accéléré chez le patient diabétique. Donc il y a différentes voies de toxicité du glucose qui ont été identifiées. Trois voies sur lesquelles je n'irai pas parce que je ne les connais pas bien, la voie des polyols, la voie de l'exosamine et la voie de la protéine kinase C. Et la voie sur laquelle je vais vous présenter l'expertise aujourd'hui, c'est la voie des Advanced Glycation End Product, la voie des produits de glycation avancée. Alors, je vous raconte une histoire parce que le premier qui a parlé, enfin, il n'y avait pas encore le mot glycation, hein, on appelait ça la réaction de Maillard, c'est 1912, l'Académie des sciences, c'est la réaction de biscuitinisation, c'est la réaction de brunissement des sucres. En fait, vous prenez un tube à essai, vous mettez de l'eau, vous mettez une protéine, vous mettez du sucre, et tout seul, ça va brunir, hein, ça va faire de la glycation. Donc, c'est une réaction qui est non enzymatique, à la différence de la glycosylation qui fait intervenir une glycosyltransférase, donc un enzyme qui va aller coller une chaîne de sucre sur principalement un NH2 libre d'une lysine ou d'une arginine. Donc ici, vous voyez la bonne vieille réaction de Maillard qui, elle, prend du temps, puisque ça peut être des semaines, voire des mois, pour passer du mariage non enzymatique d'une protéine à un sucre simple, base de chiffre, fructosamine et AGE. Et on voit que la dernière partie, en fait, est en général une réaction dite non réversible. Donc ça a plus de 100 ans. Et il y a, vers la fin des années 90, une autre réaction qui a été bien décrite et bien comprise. C'est ce qu'on appelle la voie de la glycosylation, la glycoxydation, pardon, qui part de manière identique d'un sucre et d'une protéine, mais le sucre a été oxydé pour différentes raisons, de différentes manières, au cours de différentes situations. Et en fait, ce sucre qui est auto-oxydé va avoir une capacité de très vite se lier à un H de libre d'une lysine ou d'une arginine pour aller faire des molécules intermédiaires qu'on appelle le 3-déoxyglucosone, le glyoxal ou le méthylglyoxal, et faire des AGE. Et là, on n'est plus sur des semaines ou des mois, on est sur des secondes ou des minutes. Alors, un exemple, là, au cours de l'insuffisance rénale chronique, on sait qu'on oxyde bien plus et il y a beaucoup plus d'AGE chez les patients insuffisants rénaux que les non insuffisants rénaux. C'est pas la glycation, c'est principalement la glycoxydation qui est responsable de cette augmentation des AGE chez les insuffisants rénaux. Donc, vous voyez comment on passe du sucre aux AGE. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la glycation, c'est donc une modification post-traductionnelle des protéines. Et vous pouvez avoir des AGE qui sont assez simples ou des AGE un peu plus importants en poids moléculaire. Par exemple, ici, si c'est une modification post-traductionnelle de type glycation sur une lysine. Vous pouvez avoir la carboxyméthylysine, la carboxyéthylysine ou le pyraline. Vous voyez ici la lysine avec un petit peu ou beaucoup d'acides aminés autour, hein, si on est sur un peptide ou si on est sur plutôt une protéine. Pareil pour l'arginine, je ne vais pas vous décrire les molécules ni vous dire leur nom. Et puis ici, une particularité, c'est le cross-link, c'est-à-dire que le sucre peut en fait lier deux peptides ou un peptide d'une protéine ou deux protéines pour aller sur des structures plus importantes en termes de poids moléculaire. Par exemple, les protéines qui sont autour des artères, hein, le type de collagène ou autre, on sait qu'elles peuvent se lier entre elles par des cross-links et donc expliquer en partie la rigidité artérielle
au cours de l'avancée en âge. Alors, je vais vous parler de deux mondes qui se parlent de plus en plus. Vous voyez ici, on prend la même approche, hein, protéines, sucre, et puis vous avez le monde de l'agroalimentaire, et on appelle les produits de Maillard, c'est-à-dire plus vous mangez un produit alimentaire qui est riche en protéines et en sucre, plus ça a été transformé, on parle des produits ultra transformés, plus ça a été chauffé, plus vous pouvez avoir des produits de Maillard. Et en fait, ces produits de Maillard, pour une partie d'entre eux, sont exactement ce que nous, on appelle de notre côté en biologie santé les AGE. L'hémoglobine glyquée qu'on connaît tous, hein, est la glycation de l'hémoglobine. Alors, l'hémoglobine glyquée en tant que telle, elle-même n'est pas toxique, mais on sait que c'est un marqueur de déséquilibre ou de bon équilibre du diabète, mais on voit qu'on s'en sert tous les jours. Et dans l'industrie agroalimentaire, je ne sais pas si vous le savez, mais tous ceux qui font par exemple les allaitements artificiels, il y a beaucoup d'un produit qu'on appelle la carboxyméthyllysine, parce que les laits sont UHT, hein, ultra haute température, et donc sont riches parfois en produits de glycation avancée. Alors, vous voyez qu'on peut avoir des produits de glycation dits exogènes ou des produits de glycation endogènes. Donc, soit au cours du vieillissement, puisqu'avec le temps, on augmente la probabilité du mariage des sucres et des protéines. Au cours de l'inflammation, parce qu'il y a inflammation, il y a oxydation. L'insuffisance rénale, je vous ai expliqué qu'il y avait un degré d'oxydation plus important chez les insuffisants rénaux, donc on a de la glycoxydation. Et puis, au cours du diabète, il y a un petit peu d'oxydation, mais il y a surtout des glycémies très élevées. Alors, il y a un produit de glycation qu'on a mis en vert ici. Pourquoi je l'ai mis en vert? Parce qu'on peut en manger et on peut en produire. Et surtout, c'est que cet AGE, Advanced Glycation End Product, est parmi les AGE le ligand le plus affin pour le récepteur RAS. Et la troisième raison, c'est que on a beaucoup d'outils, hein, des anticorps anti-CML, pour justement pouvoir le mettre en évidence par différentes techniques de recherche. Alors, je vous ai montré les quatre voies de toxicité du glucose avec la voie de la glycation. Et la glycation, comment est-elle délétère? Donc, il y a différentes voies qui ont été identifiées. Une des voies est récepteur dépendante, c'est un AGE. Vous allez voir, il y a une belle animation qui arrive. Un AGE qui va lier le récepteur RAS avec une réponse cellulaire qui va être, si on prend la cellule endothéliale, par exemple ici, prothrombotique, pro-inflammatoire, néo-angiogénique et profibrosante. Vous avez une deuxième voie qui est non récepteur dépendante. Ce sont des dépôts d'AGE qu'on peut retrouver notamment sur les plaques d'athérome, hein, à savoir que les plaques d'athérome des diabétiques sont plus instables que des plaques d'athérome chez les non-diabétiques, en partie à cause de l'instabilité que donnent ces dépôts d'AGE. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, une troisième voie qui est aussi non récepteur dépendante, c'est les dépôts in situ ou la glycation, enfin, c'est pas les dépôts, pardon, c'est la glycation in situ des protéines, notamment par exemple autour des artères, qui peut expliquer la rigidité artérielle et le vieillissement artériel que l'on retrouve chez les personnes avançant en âge avec l'hypertension artérielle. Alors, de quand date le lien entre la glycation et le vieillissement? On doit ça principalement à David Sell, hein, depuis quasiment 30 ans, où il avait démontré que, vous voyez ici, en fonction de l'espérance de vie, la longévité des mammifères que l'on voit ici, vous voyez que plus les mammifères ont une demi-vie, enfin une longévité courte, plus leur glycation de la peau est importante. Et puis, à l'inverse, ici, sur des souris, c'est toujours David Sell, vous voyez qu'il avait démontré que la furosine, la CML ou la pentosidine diminuent est moins importante chez les souris qui ont les longévités les plus importantes. Donc, plus la souris vit longtemps, moins elle est glyquée par rapport à une consoeur. Et en revanche, on voit qu'avec l'âge, il y a une augmentation des taux de furosine, de CML et de pentosidine, quoi qu'il arrive chez toutes les souris. Mais à meilleure longévité, taux bas de produits de glycation, comme démontré en haut de cette figure.
Alors ça, c'est Samba qui, dans Journal of Gerontology, en 2010, avait fait une très, très belle revue avec la démonstration suivante. Vous avez les AGE, ceux que vous mangez, et puis lui, s'est été arrêté aux AGE endogènes uniquement sur les AGE liés au glucose métabolisme, donc le diabète, mais comme vous l'avez vu, on peut mettre le vieillissement, on peut mettre l'insuffisance rénale, l'oxydation et l'inflammation. Et dans cette revue, ce qui était vraiment très, très bien, c'est ce qu'il a démontré. Alors, attendez, parce que j'ai un bandeau là-haut. Vous ne voyez pas le bandeau, ça va? Non, c'est bon. Ok, ben moi j'ai un bandeau, c'est pas grave, mais je connais mes diapos par cœur. Donc, il avait démontré ici toutes les pathologies, enfin tous les tissus et organes qui pouvaient être potentiellement des targets atteints par la glycation et les effets délétères de la glycation sur ces tissus ou organes et les pathologies, principalement celles liées à l'âge, comme vous pouvez le constater, correspondantes. Et puis, bien évidemment, tout ça réduit la longévité et réduit l'espérance de vie, en tout cas en bonne santé. Et donc, nous, dans l'équipe de recherche, on s'est intéressé à deux grands paquets. Pourquoi? Parce qu'on est, enfin, je ne vais pas dire expert, mais quand même, on a des compétences, puisqu'on est beaucoup à travailler avec des connaissances de néphrologie et de maladies vasculaires. Donc, on s'est intéressé principalement aux reins et aux vaisseaux, puisqu'on sait de quoi on parle. Les autres pathologies, elles sont très, très intéressantes, mais on ne peut pas aller sur les autres pathologies. Et puis, il faut savoir qu'on ne veut pas dans l'équipe avoir être centré sur un organe, on veut être centré sur le vieillissement et une physiopathologie, notamment l'implication du rage maintenant dans l'inflammation. Et je voulais vous raconter l'histoire du sucre vers les AGE, en quoi ils sont enfin, comment ils sont délétères avec les trois voies et dans quelle pathologie on les retrouve, et puis l'histoire du rage qui va arriver. Alors, ce que l'on a également fait avec Frédéric Tessier, qui est dans l'équipe de recherche, qui lui vient de l'Institut Polytechnique La Salle Beauvais, qui est un institut d'ingénieurs agro. Donc lui, il avait une grande expertise, enfin il l'a toujours, sur la glycation alimentaire, sur les produits de Maillard, et nous sur la biologie santé. Et en fait, avant ce papier qui a été publié en 2016, quand vous vouliez analyser quand vous analysez la présence de CML, donc l'AGE dont je vous ai parlé, dans les tissus d'une souris ou d'un humain, on ne savait pas si cet AGE avait été soit d'origine alimentaire, soit d'origine exogène. Et donc, ce qu'a fait Frédéric, c'est qu'il a fait manger des souris des AGE avec des AGE qui avaient été produits au laboratoire avec du carbone 13, ce qui fait que quand on analysait dans les tissus ou les organes que vous voyez ici en abscisse, on savait dire si l'AGE était de production endogène ou d'apport exogène alimentaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que le rein est vraiment la target, la cible de la glycation alimentaire, avec des dépôts de CML en bleu, donc celle qui venait de l'alimentation. Ensuite, on retrouve les poumons, ensuite on retrouve le cerveau, on retrouve le cœur, les testicules, le foie et le muscle. Et on voit ici qu'on a quand même des pathologies assez fréquentes liées à l'âge, notamment l'insuffisance rénale chronique. Vous savez que dans la fameuse formule de calcul du DFG, l'âge a une importance majeure. Le poumon, on sait que c'est l'organe où le rage est le plus exprimé, donc on peut essayer de faire un rapprochement en ce sens. Et puis le cerveau, on sait qu'il y a des dépôts d'AGE dans les plaques d'Alzheimer de manière très, très importante. Et puis le vaisseau, on se doute bien du vieillissement et des pathologies vasculaires, notamment au cours du diabète. Alors, le début de notre histoire, c'était les AGE alimentaires ou endogènes ont-ils un effet sur l'inflammation et le vieillissement? L'inflammation, c'était assez connu, notamment au cours du diabète. En revanche, le vieillissement, on a été quasiment les premiers à travailler sur l'implication du rage dans le vieillissement. Et après, on a fait une inflammaging parce qu'on est allé beaucoup plus loin. Alors, je vais aller assez vite sur le rage. Vous voyez que c'est un gros récepteur qui fait partie de la famille des immunoglobulines like avec trois domaines, un domaine variable, deux domaines constants, une partie transmembranaire et une partie intracellulaire. Donc, c'est vraiment un récepteur assez classique. Et il y a différentes isoformes. Le dominante négative rage, où là,
le ligand, l'AGE peut se lier, il n'y a pas de transduction du signal. Il y a le RAGE tronqué avec la partie variable qui n'est pas là. Et donc, il y a moins de ligands qui peuvent se fixer. Et puis, vous avez le soluble RAGE avec deux sous-parties. Celui qui est sécrété, ce qu'on appelle l'endogenous secreted RAGE, qui est sécrété par épissage alternatif, où vous avez le C-RAGE, qu'on appelle le cleaved RAGE, qui lui peut être clivé à la membrane, notamment par des métalloprotéases comme Adam10. Et puis ce RAGE soluble, il peut aller dans la circulation pour aller quencher les AGE, ces ligands, et il a été même utilisé comme cible thérapeutique, mais ça n'a pas bien fonctionné car il y a eu un certain nombre d'effets secondaires quand le RAGE soluble a été testé en thérapeutique. Alors, voilà l'histoire. Je vous ai raconté comment on va du glucose aux AGE. Je vous ai parlé des AGE et leurs trois voies de toxicité. Je vous ai parlé un petit peu du RAGE. Et en fait, aujourd'hui, le RAGE, il porte très, très mal son nom parce que c'est un récepteur, comme je l'appelle, Scotch-Brite. Vous voyez le nombre de ligands qui sont aujourd'hui décrits. Alors, vous avez une partie, effectivement, ici, vous avez des AGE qui vont se coller sur la partie constante 1. Ici, vous avez d'autres AGE et on retrouve ici le peptide bêta-amyloïde, le LPS, le LPA, et puis vous avez d'autres molécules ici que l'on peut retrouver. Et là, vous avez des molécules dont on parlera après, notamment des molécules inflammatoires, les S100-calgranuline, l'HMGB1, l'acide quinoléique, et puis ainsi de suite. Je ne vais pas tous les lire, mais on sait que ces molécules font partie aujourd'hui du SAS, qui veut dire le sénescence associative secretory phenotype. C'est-à-dire qu'une cellule, quand elle sénèse de manière normale, c'est-à-dire physiologiquement, elle va sécréter une partie de ces ligands de RAGE qui vont donc aller activer RAGE, et vous verrez l'histoire tout à l'heure. Mais en tout cas, il faut retenir que ce RAGE porte très mal son nom, on devrait l'appeler récepteur Scotch-Brite. Et ce qu'il y a également avec le RAGE, c'est qu'il est aucunement spécifique d'organes, puisqu'il est exprimé dans toutes les cellules, enfin par toutes les cellules, sauf les globules rouges. C'est-à-dire qu'il n'est pas organe spécifique. Il a aujourd'hui plus de 30 ligands qui ont été identifiés et il a plus d'une dizaine de voies de transduction du signal qui ont été identifiées. Pour vous dire vrai, il y a une petite dizaine d'années, on s'est dit, mais on va arrêter de travailler sur ce récepteur parce qu'il n'a aucun intérêt, il est partout sur toutes les cellules, c'est une espèce de récepteur de l'inflammation, mais à quoi il sert et on ne sait pas très bien. Alors, ben voilà, je vous ai parlé de tout ça. Et donc, aujourd'hui, la question qu'on s'est posée, tout ça, on connaissait, un pro-inflammatoire, prothrombotique, néo-angiogénique, profibrotique. Et nous, on s'est posé la question, et puisque la glycation, une modification post-traductionnelle des protéines qui est très impliquée dans le vieillissement, puisqu'ils ont, ces produits de glycation, un récepteur, est-ce que le récepteur pourrait être, en plus de l'inflammation, impliqués dans des mécanismes de vieillissement. Et donc, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que la glycation alimentaire pourrait accélérer le vieillissement vasculaire? Et si oui, est-ce que ça passe par le récepteur RAGE? Donc là, on va rentrer dans notre recherche. Et donc, ce qu'on a fait, c'est un protocole. Donc ça, vous avez compris, je vous en ai parlé. Les AGE, qui soient alimentaires ou endogènes, ils peuvent activer le récepteur et il va y avoir une réponse cellulaire. Alors, on a fait un protocole. Vous allez voir, la diapo est un peu chargée, mais je vais y aller doucement. Vous avez, donc on est chez la souris à qui on a fait manger ou pas des régimes enrichis en produits de glycation. Je vous rappelle que la question, c'est est-ce que la glycation alimentaire peut accélérer le vieillissement vasculaire et est-ce que ça passe par un mécanisme RAGE dépendant? Donc, on a un premier groupe de souris que vous voyez ici en haut, que j'encadre avec ma souris, oui. Les souris wild type, c'est-à-dire qu'elles sont normales. Elles ont différents régimes, un régime normal et puis trois régimes enrichis un petit peu, beaucoup et de manière très significative en carboxyméthylylile, ce fameux AGE qui est le ligand le plus affin pour RAGE parmi les AGE. Et ce que l'on a fait chez ces souris wild type qui ont eu différents régimes en produits de glycation, on les a sacrifiés à 3 mois, à 6 mois et à 9 mois.
Et on a comparé, donc ça c'est pour voir l'effet alimentaire des AGE sur le vieillissement vasculaire. Et pour savoir si ça passe par un mécanisme rage dépendant, on a pris des souris rage KO et on a fait le régime le normal et le régime le plus enrichi en produits de glycation. On n'a pas fait les autres régimes intermédiaires parce que ça prend beaucoup de place à l'animalerie et ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, on a analysé ces différentes souches de souris avec des régimes différents en AGE à différents temps, un certain nombre de marqueurs de vieillissement vasculaire. Alors, le premier que l'on a fait, c'est celui-là, c'est avant le sacrifice. On avait vu une publication très intéressante qui avait démontré que la mesure de la vitesse d'onde de pouls, vous savez, c'est le reflet de la rigidité artérielle, reflet du vieillissement artériel. Ils avaient réussi chez des souris, vous voyez ici, il y a deux petites barres parallèles, hein. Ils arrivaient à mesurer la vitesse d'onde de pouls, donc reflet de la rigidité artérielle, en mesurant la vitesse des protons des globules rouges entre ces deux barres. Et donc, on est allé voir nos ingénieurs de l'imagerie du petit animal en leur disant, on veut la même chose chez nos souris. Et donc, ils ont réussi à mettre ça en place. Ce n'est pas facile parce qu'il faut endormir les souris suffisamment pour qu'elles soient calmes et pas trop pour qu'elles meurent. Il faut réussir à prendre les séquences d'imagerie à des temps bien particuliers. Il faut que la fréquence cardiaque de la souris soit bien stable. Bref, on a réussi à avoir les résultats suivants, c'est-à-dire que ce que vous voyez devant vous, c'est des résultats à 9 mois. À 3 mois et à 6 mois, pas de différence significative. En revanche, à 9 mois, qu'est-ce qu'on voit chez les souris wild type qui ont eu différents régimes alimentaires? On voit une augmentation de la vitesse d'onde de pouls dépendante, même dose dépendante, de la présence des AGE alimentaires dans les croquettes de souris. Et ce que l'on voit, c'est que c'est un effet qui est rage dépendant, parce que si on regarde les souris rage moins, ben, qu'elles aient eu beaucoup ou pas d'AGE dans l'alimentation, ça ne change rien. En revanche, si on compare celles qui ont les souris wild type aux souris rage KO, on voit que quand il y a un régime alimentaire très glyqué, ben, les souris rage KO semblent protégées de ce vieillissement vasculaire accéléré. Donc, cette première étape nous démontrait que, in vivo, avant de sacrifier la souris, il y a une augmentation de la rigidité artérielle dépendante du régime riche en produits de glycation et que ça passe par un mécanisme rage dépendant. Ensuite, ex vivo, donc c'est juste après le sacrifice, on avait réussi quelques années avant à mettre en évidence un marqueur de vieillissement vasculaire. C'est-à-dire que vous voyez, on prend la souris, on isole un petit anneau d'aorte qu'on met dans un myographe de Mulvaney, on vasoconstricte à l'acétylcholine et on vasodilate on vasoconstricte à la phényléphrine et on vasodilate à l'acétylcholine. Et vous savez très bien que plus un vaisseau est jeune, plus il sait se contracter et surtout, plus il sait se vasorelaxer. Et donc là, vous voyez sur la gauche, hein, en ordonnée négative, c'est le pourcentage de capacité de relaxation de ces anneaux d'aorte de souris. Et ce qu'on avait réussi à démontrer, c'est qu'on avait comparé entre des souris de 12 semaines jusqu'à 84 semaines leur capacité à se vasorelaxer à l'acétylcholine. Et vous voyez que les souris de 12 semaines, elles savent bien se relaxer à peu plus de 70%, et les souris âgées de 84 semaines, elles ont du mal de se vasorelaxer. Ce qui fait qu'on avait réussi à mettre un test en évidence de vieillissement vasculaire. Et donc, à partir de cela, on a fait ça chez nos souris exposées au régime alimentaire croissant en ADE, et puis en présence du rage ou pas. Et voilà les résultats. À 3 mois et à 6 mois, pas de résultats significatifs, pas de différence significative comme avec l'IRM sur la rigidité artérielle. Mais ici, on voit qu'on a la même chose à 9 mois, c'est-à-dire que se détache clairement les souris wild-type qui ont eu le régime alimentaire le plus riche en ATE ne savent pas se vasorelaxer. Et on voit également que c'est un effet rage dépendant, puisque ces souris ici et là, ce sont les mêmes, mais quand elles n'ont pas le rage,
quand elles sont rage invalidées, le fait d'avoir eu un régime riche en produits de glycation n'a pas eu d'influence sur le vieillissement vasculaire. On a également regardé, donc là c'est plus que ex vivo, puisque c'est des coupes de tranches, des coupes d'aorte. Hein. Ici c'est l'élastine disruption, et on sait que plus on est vieux, plus on a des disruptions de l'élastine. Vous voyez ici chez les souris wild type qui ont eu la plus grande exposition aux AGE, bon, on voit que l'élastine n'est pas très circulaire, elle n'est plus très élastique. Et en revanche, sur les RHKO, on voit qu'il n'y a pas d'effet, hein, c'est beaucoup moins disrupté chez les RHKO que chez les wild type. Et on a également analysé les SIRT1, donc c'est une déacétylase qui est un marqueur de vieillissement. Et donc vous voyez ici, c'est pareil, à 3 mois et à 6 mois, on n'avait aucune différence. Et heureusement qu'on est allé jusqu'à 9 mois avec notre protocole. Et on voit que plus les souris sont exposées à un régime riche en ADE, moins la SIRT1 est exprimée. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mécanisme qui va lutter contre le vieillissement. Et on voit que le RAGE, l'invalidation de RAGE, permet de lutter contre en partie ce vieillissement accéléré. Donc les conclusions de tout ça, c'est de dire que effectivement, dans notre modèle, les AGE alimentaires accélèrent le vieillissement vasculaire via un mécanisme RAGE dépendant. Alors, l'inflammaging, c'est quoi l'inflammaging? Comme je dis souvent, tout le monde en parle, personne ne sait vraiment ce que c'est, même nous. C'est un peu comme la fragilité en clinique. Alors, l'inflammaging, il faut dire merci ou pas merci à Claudio Franceschi. Hein, c'est lui qui a décrit ce statut en 2000. C'est un état inflammatoire chronique de bas grade, infraclinique et non infectieux, dont stérile, et qui est un facteur de risque de morbimortalité. Et c'est ce qu'il appelle une age-related inflammation. C'est vraiment ça, cette définition. Et puis est apparu plus récemment le SASP, hein, j'y reviendrai, le Senescence Secretory Associated Phenotype, qui permet de mieux comprendre cet état. Alors, plus récemment, hein, ça aussi, c'est une autre publication de Luciano Ferrucini. Donc, lui, c'est celui qui est le directeur du NIA, National Institute of Aging à Baltimore. Il a pris cet exemple de la visceral obesity et de dire cause ou conséquence de l'inflammaging, mais on peut faire une transposition sur un certain nombre de pathologies. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez ici la visceral obesity, comment elle va être pourvoyeuse d'inflammaging, et puis comment l'inflammaging peut être pourvoyeur d'un certain nombre de pathologies. Et c'est une espèce de boucle, hein, qui est l'œuf, qui est la poule, mais on sait qu'aujourd'hui, cette inflammaging, comme ce SAS, peut être juste physiologique en fin de vie, ou peut être accéléré au cours de certaines situations qui vont donner des maladies qui vont accélérer l'inflammaging. C'est un peu comme les modifications épigénétiques. Hein. Il commence à y avoir d'ailleurs des parallèles qui sont faits entre l'inflammaging et les modifications épigénétiques sur ce cercle vicieux dans un sens ou vertueux si on se met à le réverser. Donc ça, c'est une revue qu'on avait fait il y a quelques temps avec le lien entre l'immunosénescence et l'inflammaging. Donc vous avez l'immunosénescence qui va plutôt sur les T-cells, les neutrophiles, et puis l'inflammaging qui est au centre, et puis ce SASP, hein, vous voyez l'inflammaging, qui va sécréter du SASP, et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que l'inflammaging, vous avez un certain nombre de molécules qui sont les mêmes que dans le SASP, et le SASP, toute cellule sénescente se met à sécréter cette soupe. Alors, il y a des dizaines de molécules qui ont été identifiées dans le SAS, qui n'en a quasiment plus de spécificité. Hein, c'est un peu du marketing d'appeler ça du SAS, mais ça veut dire, comme le disait Monsieur Inflammaging, hein, c'est de l'inflammation de bas grade chronique non infectieuse. Et donc, ça aussi, c'est une revue enfin une figure qui est très, très intéressante, hein, qui date de 2023, donc qui est plus récente, et qui fait le lien entre l'immunosénescence, la sénescence, le vieillissement, la fragilité, les maladies liées à l'âge, et puis l'inflammaging qui est au centre. Et donc, vous retrouvez le SAS, vous retrouvez le garbage, hein, qui est une nouvelle notion, et puis les DAMS, Damage Associated Molecular Patterns, et l'inflammaging qui est ici.
Et ce que l'on voit ici, c'est que le SAS, vous avez des molécules qui sont identifiées. Et comme je l'ai dit en début de présentation, il y a l'HMGB1, il y a les protéines S104-granuline qui ne sont pas encore totalement identifiées par tout le monde, mais qui sont dans le SAS et qui sont des ligands du récepteur RAGE. Ici, une autre vue qu'on avait fait, c'est vous voyez ici la présence d'un certain nombre de cellules vertes, elles sont jeunes. Les explosés étoilés en rouge, c'est des cellules âgées et a été clairement démontré dans différentes études, pas forcément les nôtres, hein, que plus on avance, vous voyez les young, les middle age et les old, plus on avance en âge, plus il y a des cellules âgées, plus il y a de la sécrétion de SAS, donc de S100B et de HMGB1, plus il y a d'AGE et plus il y a de récepteurs RAGE. Hein, vous voyez, c'est les petits bâtonnets bleus. Et c'est ce cercle vicieux qui nous a amené à dire, mais est-ce que ce RAGE, pour en finir, n'est pas un des récepteurs de l'inflammaging, puisqu'il n'est pas uniquement le récepteur des AGE. Hein, aujourd'hui, il y a plus de 30 ligands, comme je voulais expliquer. Donc, voilà aujourd'hui notre profil, notre projet. Hein. Tout ce qui était rage et inflammation, c'était connu. Nous, on a démontré rage et vieillissement, notamment sur le vaisseau. Donc, on s'est dit, mais est-ce que pour en finir, ce n'est pas de l'inflammaging plutôt que du edging d'un côté et de l'inflammation de l'autre? Et donc, on s'est posé la question, puisqu'on est pas mal à connaître ce qui se passe dans le rein. Le rein n'est pas notre organe de prédilection, mais c'est un modèle qui nous permet d'aller plus loin dans la physiopathologie. Et on s'est dit, est-ce que le RAS n'est-il pas impliqué dans l'inflammaging? Et donc, je ne sais pas si vous connaissez bien comment est un rein. Donc, vous avez des vaisseaux qui vont vers le capillaire du glomérule, le glomérule, et puis les tubes des vaisseaux et entre tout ça de l'interstitium. Et donc, au cours du vieillissement rénal, on peut avoir de la sclérose de la petite clochette hein, du glomérule, on peut avoir de l'artériole, de la hyalinose artériolaire, on peut avoir de l'atrophie tubulaire et on peut avoir de la fibrose interstitielle. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé donc analyser chez des souris qu'on a laissé vieillir jusqu'à 30 mois de vieillissement physiologique. Là, on ne parle plus de régime, elles sont juste wild type ou juste RAS-KO. Et qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a découvert? C'est vraiment une découverte. En fait, pour vous dire la vérité, on était parti sur un protocole de longévité. Et les souris ont commencé à se manger les unes les autres parce qu'elles ne se supportaient plus. Et le protocole de longévité, on n'a pas pu le faire. Donc, on a dit à un moment, bah, on sacrifie toutes les souris qui restent parce que sinon, on n'aura plus d'autres N suffisamment significatifs. Et donc, on a sacrifié avant la mort naturelle de nos souris et on est allé, bien entendu, tout de suite regarder les reins puisque c'est notre domaine d'expertise. Et regardez ces résultats qui nous ont très impressionnés, qui ont été relus en double aveugle par des anapathes compétents pour le rein. Vous voyez que les souris wild type, eh ben, elles ont une glomérulosclérose, c'est-à-dire un vieillissement rénal tout à fait comparable à ce qu'il y a dans la population humaine, c'est-à-dire à peu près la moitié de la population va bien vieillir sur le rein et l'autre moitié va mal vieillir. Et les souris RAS-KO semblent protégées quasiment complètement du vieillissement physiologique rénal, tant par le marqueur sclérose glomérulaire que la taille des glomérules avec un petit P extrêmement significatif. Pour le vieillissement artériolaire, on a exactement la même chose avec une répartition hétérogène pour les wild type et homogène préventive pour les RAS-KO. Pareil pour l'atrophie tubulaire et pareil pour la fibrose interstitielle avec une différence, une répartition qui est un peu différente, mais une différence statistique qui est toujours très, très évidente. Et donc, on était très content de voir que l'invalidation de RAGE protégeait les souris de leur vieillissement physiologique, vieillissement naturel. Et alors, ce qu'on a regardé aussi, c'est que, ce qu'ont vu les anapathes, c'est qu'il y avait des espèces de nodules, des plaques comme ça, dans les reins de nos souris, dans les glomérules. Et on s'est posé la question de ce que pouvaient être ces modifications. Et en fait, ça a été identifié comme de l'amylose ApoA2. Et en fait, on ne le savait pas, mais on a trouvé une vieille publication d'Allemands de 1989 qui avait décrit que les souris C57 Black 6, quand elles vieillissaient, faisaient de l'amylose ApoA2. Ce qui fait que sans le savoir, on avait en plus un autre marqueur
du vieillissement rénal de nos souris. Et on voit que les souris RHKO sont également protégées en grande partie de ce vieillissement rénal physiologique de type amylose ApoA2. On est allé après sur des aspects plus moléculaires pour voir les marqueurs d'inflammation. Donc là, on a comparé des souris de 3 mois et nos vieilles souris. Donc on avait des 20 mois et des 30 mois, les wild type et les RHKO. Donc on voit bien que l'invalidation de RAS permet de prévenir l'expression d'ILC. Donc là, on est en PCR, de TNF et de VICAM1 pour la dysfonction endothéliale. Donc là, on est sur de l'inflammation. Ici, on est sur des marqueurs qui sont de l'oxydation avec la superoxydase mutase, la catalase et l'hémaxylinase. Donc, vous voyez que l'invalidation de RAS diminue l'inflammation, augmente les mécanismes antioxydants. Et puis, on est allé sur des marqueurs plus de vieillissement avec l'activité mTORC1, mTORC2 et les sirtuines. Et là encore, on avait donc des marqueurs qui étaient en faveur d'anti-vieillissement de l'invalidation de RAS. Donc, avec ces résultats-là, on a pu clairement confirmer, en tout cas, qu'on était sur de l'inflammaging et non pas simplement sur du aging ou de l'inflammation. Et donc, on va maintenant se centrer, notre projet actuel, il est bien entendu d'aller plus loin dans les mécanismes physiopathologiques de l'inflammaging, bien contrôlés par l'invalidation de RAS, mais on veut aller plus loin en proposant des médicaments parce que vous avez bien compris, alors on a appelé ça le raging à un moment, c'est très joli, ça fait très marketing, mais vous voyez que soit au cours des pathologies, on va avoir sécrétion de ligands de RAS, puisque le RAS sera activé dans ces situations-là, soit des réactions cellulaires après l'activation de RAS qui va permettre de la production de molécules non RAS dépendantes, mais vous voyez que ça boucle complètement au cours des situations pathologiques, mais également au cours du vieillissement physiologique. Donc, la cellule qui s'énesse toute seule parce qu'elle est plus vieille et qu'il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de maladie, mais il y a quand même cette sécrétion de SASP. Et dans le SASP, il y a des molécules qui sont des ligands de RAS et la boucle est bouclée. Enfin, il y a les deux boucles qui se bouclent. Et donc, nous, on met ce récepteur RAS au centre de l'inflammaging. Il n'y a pas que lui, il y a très certainement le TLR4, voire d'autres pattern recognition recepteurs, mais en tout cas, nous, on est centré sur le RAS. Et donc, aujourd'hui, on met toute notre énergie, enfin, une grande partie de notre énergie sur comment moduler et bloquer ce RAS. Donc, on ne va pas sur des biothérapies, mais on est plutôt sur une approche small molecule. C'est bien plus simple, ça coûte moins cher, et puis surtout, on a les compétences. Donc, il y a 2 molécules qui ont été identifiées comme antagonistes de RAS, le FPML, le PSZM1, mais qui n'est jamais parti en essai clinique, et l'azéliragon que vous voyez à droite, qui lui est parti en essai clinique de phase 3 pour bloquer le récepteur RAS de la brain-blood barrière dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, et il a été arrêté au bout de 2 ans parce que pas d'effet. Il y avait un effet en sous-groupe chez les diabétiques. Je l'ai vu à un congrès, mais ça n'a jamais été publié. Ça nous arrangeait bien parce que les diabétiques ont une micro-inflammation qui fait qu'il y a plein de ligands de RAS qui sont en route, et puis il y a beaucoup plus d'AGE. Mais en tout cas, vous voyez que cette piste de small molecule pour bloquer RAS est déjà en route depuis un certain nombre d'années. Alors nous, ce que l'on a fait à partir de l'école d'ingénieurs Junia, il y a un laboratoire de chimie verte dirigé par Aline Naguiné qui émarge dans notre équipe de recherche. Ils ont une chimiothèque de 4600 molécules. On a réussi à identifier un certain nombre de molécules potentiellement antagonistes de RAS par différentes techniques, soit de l'ELISA et de la thermophorèse. Et puis, on fait également de la chromatographie supercritique pour séparer les énantiomères. Bref, on a un certain nombre de résultats sur ces molécules. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on a fait, mais juste pour vous dire, je ne peux pas vous les montrer non plus, car vous en doutez, il y a du brevet derrière. On a identifié on a testé beaucoup de molécules. Vous voyez l'azéliragon qui est parti en phase 3 avec un pourcentage d'inhibition en ELISA du RAS à 47% et en KD en thermophorèse à 7%. Et nous, on a 3 leads, c'est-à-dire que le LB002, 003 et 006, vous voyez, ont un pourcentage d'inhibition du RAS supérieur à l'azéliragon et ont un KD inférieur, pourcentage de dissociation, donc qui seront
des molécules qui sont très prometteuses pour être supérieures à l'azidiragon. Et nous, on ne veut pas aller vers l'antagonisme de rage pour des maladies spécifiques, mais plutôt pour le vieillissement accéléré au cours des maladies chroniques, notamment le diabète. Donc voilà, là on publie, hein, on n'a pas encore bien évidemment breveté toutes les molécules, mais on occupe je ne vais pas dire le terrain, mais on avance bien sur un certain nombre de molécules. En plus, on s'est optimisé les molécules pour qu'elles soient encore plus affines pour le RAGE, et ça peut démarrer de le in silico, hein, le design in silico, jusque la cristallographie et l'optimisation pour aller plus loin sur des molécules qui vraiment sont très affines pour RAGE. On a commencé à les tester en biologie cellulaire, ça marche, et on ira plus loin quand on aura vraiment suffisamment de résultats confortables en fonctionnalité cellulaire, plus qu'en ELISA et in silico, pour aller sur la souris, et puis espérons-le peut-être un jour chez l'homme. Donc ça, c'est juste pour vous dire que notre équipe de recherche sera une unité indépendante qui s'appellera Bioprev à partir du 1er janvier 2026 avec un label INSERM. On sera réévalué à mi-parcours, mais comme on va être nouveau, c'est tout à fait normal, on est très content, avec 3 work packages, hein, le patient bien évidemment au centre avec une approche très inflammaging, et puis un work package prévention, plus sur l'hôpital, un work package physiopathologie, plus sur la souris et la cellule, les mécanismes idiopathes, et puis vous avez compris, un aspect thérapeutique. J'ai encore quelques informations à vous donner. Donc là, c'est pour vous montrer Monsieur Inflammaging, avec qui j'ai eu l'occasion de l'inviter pour parler des perspectives sur le management de l'inflammaging pour promouvoir le vieillissement en bonne santé. Et puis, j'avais eu le plaisir de chairer cette session avec Luigi Ferrucci, qui est le président directeur général de, 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 ah, de l'Institut du vieillissement de Baltimore. Une information 24, 25, 26 novembre, notamment le 25 novembre, donc le groupe de travail réuni aujourd'hui aura, notamment Jean-Marc Corsi et moi, on aura le plaisir d'accueillir Julian Isaac et puis Benjamin Fournier qui vont nous parler des secrets de la bouche, une niche spécifique du développement à la génération, et puis Marie-Hélène Lacoste qui est chercheure et chirurgien dentiste qui nous parlera de la muqueuse buccale, carte de visite du vieillissement. Une autre information, c'est que le Congrès européen de gériatrie aura lieu en septembre 2026 à Lille, sous l'égide de la SFGG, bien évidemment. Et puis, je vous remercie. Si vous avez des questions, je réponds avec grand plaisir. Merci beaucoup, Eric. Alors, y a-t-il des questions? Pas de main se lever pour l'instant. Ah, bon. Moi, je veux bien poser une question. Oui. Oui, en fait, ces souris knockout pour Rage, elles n'ont aucun phénotype entre guillemets délétère, en fait. Non, elles n'ont rien, si ce n'est qu'elles sont un petit peu agressives. Elles sont un peu plus agressives. Alors, la question à chaque fois qu'on me pose, c'est mais à quoi ils servent ce rage? La réponse, je ne l'ai pas parce que les souris rage KO semblent ne pas avoir de profil particulier, à part un petit peu d'agressivité, hein. Ils l'ont étudié dans la schizophrénie, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à rendre des souris schizophrènes. Ils ont montré que la validation de rage, elles étaient un peu moins schizophrènes. Voilà, alors est-ce que c'est pas, je vais dire quelque chose, j'avais choqué le directeur général de Pasteur, le précédent, j'avais dit, mais est-ce que c'est pas le récepteur de la mort? C'est-à-dire que c'est celui, si tu as échappé à toutes les maladies, c'est celui qui finit, parce que comme les cellules qui s'énècent, elles sécrètent le SAS, et que le récepteur RAS, il est vraiment à l'affût de toutes ces molécules du SASP, est-ce que c'est pas lui qui finit de boucler, si tu as échappé à toutes les maladies? Je pense que le TLR4, il peut faire certainement pareil, mais en tout cas, aujourd'hui, le rôle physiologique de rage, on ne comprend pas très bien, alors qu'il a été décrit en 1992. Voilà. Alors, le protocole de longévité dont je parlais, qu'on n'a pas fait parce qu'en fait, on avait mis 6 souris par cage
Et ce qu'on ne savait pas, c'est que dans les protocoles de longévité, il faut les séparer au fur et à mesure de leur vieillissement, quitte à les laisser toutes seules dans une cage quand elles sont très âgées, parce que sinon elles se battent. Aujourd'hui, je n'ai vu zéro protocole de longévité sur Rage KO versus Wild Type. Et Anne-Marie Schmitt, chez qui j'ai fait mon postdoc, et c'est elle qui a identifié, enfin caractérisé le rash en 1992, elle me dit qu'elles vivent exactement pareil, mais à chaque fois que je lui ai demandé de me montrer le protocole et les résultats, on les a pas. Et on a des résultats qui ne sont pas publiés. Sur le vieillissement cognitif, on n'a rien, mais sur le vieillissement physique, on avait fait des tests il y a quelques années sur le grip test, tu sais, où elles se tiennent à des barres parallèles et ainsi de suite. Et on a aussi des tests qu'on est en train de faire sur la récupération post-septique. Et en fait, il semble bien que la modulation du rage permet d'aller vers un vieillissement musculaire meilleur que quand tu as le rage. On est encore loin de l'humain, mais voilà, il y a une piste et on n'est pas sur un organe centré et on n'est pas sur. Voilà, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un récepteur qui est partout avec plein de ligands. On est vraiment dans du systémique, en fait. Merci beaucoup. Ah, Olivier, une petite question. Ouais, merci beaucoup pour Bonjour, Olivier. bonjour pour cette présentation. Justement, je me posais la question si les souris qui étaient, enfin j'en avais deux en fait, deux différentes, si les rages moins faisaient de la sénescence ou est-ce qu'il y avait justement certains organes qui seraient moins promptes à faire de la sénescence au sens propre, hein, c'est-à-dire véritablement, on suppose qu'il y a 10 à 15% de cellules qui deviennent sénescentes au fur et à mesure du vieillissement, à peu près dans tous les organes. Est-ce qu'il y aura des organes justement qui ne seraient pas sensibles à la sénescence dans les rages moins? Là, on pense au rein, ça c'est clair. Après, nous, on n'a pas regardé les cellules sénescentes en tant que telles. Euh, le poumon, ça a été décrit par d'autres, parce que le rage est très présent dans le poumon. Et puis le cerveau. Le cerveau, on sait que les souris rage ont un vieillissement cognitif qui semble meilleur. Mais en D'accord. termes de cellules sénescentes, je ne pense pas que, enfin, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. C'était plus sur des tests cognitifs de la souris que nous, on n'a pas fait. Il n'y a pas de chez Ok, nous. ouais. Et la deuxième question que j'avais, c'est, puisque effectivement, donc les AGE vont plutôt passer par des mécanismes type récepteur, est-ce qu'il y aurait des données sur le dépôt des AGE, et peut-être que j'ai pas bien saisi ça, au niveau des matrices extracellulaires, et est-ce qu'il y aurait des effets des AGE sur les matrices extracellulaires? Et je pose cette question-là parce qu'en fait, dans le SASP des cellules sénescentes, il y a non seulement de l'inflammation, certes, mais également beaucoup de molécules qui vont venir remodeler la matrice extracellulaire. Et est-ce que par des effets non, qui est arrivé avant la cellule sénescente ou rage ou l'activation de rage, est-ce que le remodelage de la matrice extracellulaire pourrait justement attirer ou bloquer ou piéger plus de AGE à un moment du vieillissement et entretenir la boucle? Je ne sais pas répondre à ta question. En tout cas, je sais qu'il y a plus les tissus sont vieux, plus les matrices sont glyquées. Ça, c'est Donc sûr. ça va toucher le collagène Ouais. Et ça d'accord. va, bah, par exemple, le collagène, la rigidité artérielle, parce qu'en fait, enfin, la glycation, je ne sais pas si tu étais là au début, quand j'ai parlé des crosslinks, c'est-à-dire que tu peux avoir un sucre qui va aller se lier sur un NH2 libre d'une lysine ou d'une arginine pour faire un peptide AGE. Mais tu peux avoir un sucre qui va aller se lier avec deux protéines et faire un crosslink qui va rigidifier en fait, enfin, qui va avoir un plus gros poids moléculaire. Et donc, dans les matrices extracellulaires, il y a beaucoup plus d'AGE, notamment au cours du vieillissement et au cours chez le diabétique. D'accord. Ok. Et si je peux me permettre, une petite dernière. Mhm.
C'est à partir du moment où on a un AGE qui agit sur son récepteur et qu'il y a plein de choses qui se passent au niveau intracellulaire, est-ce que, puisqu'on peut avoir une cellule sénescente à partir donc des AGE, est-ce que ça pourrait être ça qui pourrait être responsable justement de tout ce qui est de la sécrétion et des modifications de sécrétion, notamment de tout ce qui pourrait être molécules non pas inflammatoires, mais molécules de la matrice extracellulaire, Ouais, je pense à la ouais. fibronectine, et d'avoir Mm. des isoformes différents qui font que Ah ouais, on tout à fait. rajoute à la pathologie, quoi. Mm, mm. Nous, Ouais. on pense que vraiment, enfin, aujourd'hui, si tu veux, Anne-Marie Schmitt, qui a décrit le rage en 1992, comme je l'ai dit, puisqu'elle a décrit comme récepteur aux AGE, elle a énormément travaillé sur le vaisseau. Donc, je ne sais pas combien de centaines d'articles sur AGE, rage, vaisseau et diabète. Et donc, nous, on est allé au-delà, enfin, au-delà, on est allé ailleurs, hein, et aujourd'hui, comment je vais dire, j'ai oublié le début de ta question, j'ai vieilli mal. Non, mais si justement, quand ça passait par les signalisations intracellulaires, on pouvait avoir dans tout ce qui était de la sécrétion, donc des modifications qui faisaient que c'est d'autres isoformes de molécules de la matrice extracellulaire qui pouvaient être sécrétées et que ça influait effectivement, bah, on voit avec NF-κB, sur aussi peut-être la qualité, qualitativement, sur les molécules pro-inflammatoires qui allaient être sécrétées. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'elle elle était très sur l'inflammation, et aujourd'hui, on se rend compte que la réponse cellulaire après l'activation de rage, ça va largement au-delà de l'inflammation, et ça va sur différents tissus. Ok, d'accord. Merci. Simon? Ouais, bonjour, merci, Salut c'était Simon. super intéressant. Moi, j'ai une question qui va un peu dans la suite. Alors, je suis pas spécialiste du tout, Reg, mais il me semble dans les études cliniques, pour essayer de revenir à l'humain, essayer de voir ce qui se fait chez l'humain, on a tout ce qui est Edge Reader qui permet d'aller regarder Hum, justement les produits dans les matrices au niveau de la peau, etc. Mais est-ce qu'on a quelque chose qui permet d'évaluer le niveau d'expression de rage? Est-ce que si on dose le RH soluble, c'est proportionnel? Est-ce que, en gros, est-ce qu'on aurait un moyen d'aller faire du screening dans des cohortes pour voir est-ce que les gens qui vieillissent ont véritablement, au-delà des souris, du coup, le RH qui augmente? Est-ce que dans certaines pathologies, parce que là, après, des cohortes vieillissement, des cohortes pathologie, on en a plein, mais est-ce que c'est fait? Est-ce qu'on a un truc qui est vraiment propre pour aller avoir un truc sérique ou plasmatique qui permettrait de dire, ben voilà, chez mes gens qui font plus de rigidité artérielle plus jeunes, hum. paf, ils ont plus de rage. Ouais. Alors, il y a l'HbA1c, alors c'est pas du rage, hein, mais l'HbA1c, aujourd'hui, on sait qu'il vaut mieux avoir une HbA1c, quand on est non diabétique, hein, il vaut mieux avoir une HbA1c à 5 qu'une HbA1c à 5,9, hein, ça c'est clair et net. Alors, c'est pas identifié comme un marqueur de routine, de vieillissement, mais je sais que certaines sociétés extrêmement lucratives se servent de l'HbA1c pour faire peur et exister. Deux, l'Edge Reader. Donc, nous, on l'utilise tous les jours. Là, je l'ai encore utilisé 2 fois ce matin avec des patients. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la fluorométrie sur la peau. Dans la peau, quand on avance en âge, on glyque. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a le temps d'aller regarder sur Internet et de partager l'écran Edge Reader pour montrer le résultat, parce que comme je parle, je ne vais pas pouvoir faire deux choses en même temps. Et donc, en fait, il y a des produits de glycation qui sont spontanément autofluorescents. Et donc, ça prend 7 secondes et ça vous donne votre taux de glycation de la peau. Et donc, ce taux de glycation de la peau augmente avec l'âge et augmente d'autant plus que vous êtes diabétique, que vous avez eu de la micro-inflammation, que cette micro-inflammation vient d'une obésité. Voilà. Voilà, vous voyez le résultat avec les courbes en bas, là, voilà, exactement. Donc là, pareil, vous posez votre bras sur la gouttière et en même pas 10 secondes, vous avez ce résultat qui vous donne vert, pas d'augmentation du risque cardiovasculaire, jaune, augmentation modérée, orange, augmentation claire et augmentation sévère quand vous êtes dans le rouge. Et donc ça, c'est vraiment le reflet en fait des 10 à 15 dernières années d'exposition. Alors vous avez des faux positifs, donc les sujets de peau colorée, quand vous avez mis de l'autobronzant et les grands fumeurs.
Donc ça, c'est un peu comme le score calcique, ça vous donne votre risque sur les 10-15 ans derrière. Et alors, pour le rage soluble, le rage, si tu prends un bout de tissu, une biopsie, effectivement, tu vas avoir plus de rage si tu es en situation pathologique ou si tu es plus vieux. Le rage soluble, donc comme je disais tout à l'heure, le rage soluble, il y a deux manières de le produire. Soit c'est de l'ES-RAGE, endogénous sécrété de rage par épissage alternatif, ou soit le C-RAGE, qu'on appelle le cleaved rage, et là, c'est des métalloprotéases qui viennent le cliver à la membrane, comme la dame 10. Alors, ce que l'on sait, c'est que le ES-RAGE, l'épissage alternatif, il est plus augmenté chez les personnes qui prennent de l'aspirine, des statines, des IEC et des ARA2, comme par hasard des protecteurs vasculaires. On ne connaît pas les mécanismes. Alors, l'intérêt de l'ES-RAGE, enfin du S-RAGE, qu'il soit ES ou qu'il soit C-RAGE, c'est qu'il peut aller se lier à tous ces ligands, ce qui fait que les ligands ne peuvent pas aller activer les autres RAGE, et donc ça casse un peu la boucle. Alors, le S-RAGE comme biomarqueur, je ne mettrai plus un euro dessus. J'ai mis un thésard et puis heureusement qu'on a eu un plan B parce que c'était très compliqué. Si vous regardez toutes les publications, je vais dire que 80% des publications démontrent que avoir beaucoup de S-RAGE est plutôt protecteur. Et ça, on le comprend, puisque si vous avez beaucoup de S-RAGE dans le sang, ça vous permet d'aller choper ces ligands qui ne vont pas aller activer les autres récepteurs RAGE. Mais il y a 20% des situations où c'est tout l'inverse. Et quand c'est tout l'inverse, c'est vraiment tout l'inverse. Donc, que faire d'un biomarqueur qui est valable qu'à 80% voilà. Donc, aujourd'hui, pour répondre à ta question, on peut le doser. Hein, c'est des plaques d'ELISA à 430 € chez R&D. On fait 40 par plaque. Mais voilà, l'interprétation est extrêmement difficile et je pense que le bon vieux dosage de la CRP est bien plus intéressant que le S-RAGE à ce jour. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci Eric. Ainsi se termine ce deuxième webinaire. J'en profite pour faire un appel si vous voulez communiquer pour le prochain planning, donc qui va débuter en janvier 2026 pour les prochains webinaires. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez souhaiter communiquer vos résultats et discuter dans le cadre de ce webinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc, merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.